Vous savez ce qui est terrifiant? En ce moment même, il y a une voix dans votre tête qui vous dit exactement combien vous valez. Pas votre valeur en tant qu'être humain, non, votre prix sur le marché. Cette voix calcule en permanence, tu gagnes moins que lui, elle a une plus belle voiture que toi, tu ne pourras jamais te permettre ça. Cette voix, elle n'est pas née avec vous. On vous l'a installée comme un logiciel malveillant et depuis des années, elle prend des décisions à votre place. Elle vous dit quand dépenser, quand économiser, ce que vous méritez et ce qui est trop beau pour vous. Le pire, vous pensez que c'est votre voix. Et si je vous disais que cette voix invisible vous coûte probablement des milliers d'euros chaque année sans que vous vous en rendiez compte? Aujourd'hui, on va traquer ce parasite mental qui sabote vos finances depuis l'enfance et je vais vous montrer comment reprendre le contrôle de votre argent en reprenant d'abord le contrôle de votre esprit. Combien d'entre vous ont déjà ressenti une gêne physique, un nœud dans le ventre en regardant leur solde bancaire? Ou cette sensation bizarre quand quelqu'un vous demande combien vous gagnez? Cette réaction, elle n'est pas rationnelle. Elle vient de beaucoup plus profond que vous ne l'imaginez. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. L'argent, voyez-vous, ce n'est pas juste des chiffres sur un écran ou des billets dans votre poche. C'est un outil psychologique incroyablement puissant qui active des zones de votre cerveau liées à la survie, au statut social, à l'estime de soi et même à l'amour. Quand vous regardez votre compte en banque, votre cerveau primitif ne voit pas des euros. Il voit de la sécurité, du pouvoir, de la liberté, ou au contraire de la menace, de la honte, de l'échec. Et tout ça, ça se joue en quelques millisecondes, bien avant que votre cerveau rationnel n'entre en action. Vos premières mémoires d'argent. Fermez les yeux et repensez-vous à l'âge de 6-7 ans. Quels étaient les messages qu'on vous envoyait à l'argent à la maison? Peut-être que vos parents baissaient la voix quand ils parlaient de finances comme s'il s'agissait d'un secret honteux. Peut-être qu'ils se disputaient à propos des factures. Ou au contraire, peut-être que l'argent coulait à flot mais qu'on vous répétait qu'il ne fallait pas en parler aux autres enfants. Chacune de ces expériences a créé dans votre cerveau des associations automatiques que vous transportez encore aujourd'hui, 20, 30, 40 ans plus tard. Morgan Housel, dans son livre révolutionnaire, La psychologie de l'argent, explique que nous ne prenons pas des décisions financières rationnelles basées sur des calculs mathématiques. Nous prenons des décisions émotionnelles basées sur nos expériences personnelles et ensuite, nous trouvons des justifications logiques pour ces décisions. C'est ce qu'il appelle la rationalisation a posteriori. Vous pensez choisir cette voiture parce qu'elle consomme moins? En réalité, vous la choisissez peut-être parce qu'elle ressemble à celle que conduisait votre père et qui vous donnait un sentiment de sécurité étant enfant. Prenons un exemple concret que beaucoup d'entre vous vont reconnaître. Vous êtes dans un magasin, vous voyez quelque chose qui vous plaît, disons une paire de chaussures à 150 euros. Immédiatement, une bataille se déclenche dans votre tête. Une voix dit « Allez, tu les mérites, tu travailles dur, fais-toi plaisir ». Une autre voix dit « 150 euros pour des chaussures, t'es fou? Pense à tous les gens qui n'ont rien ». Cette deuxième voix, d'où vient-elle? Souvent, c'est la voix d'un parent, d'un grand-parent, qui a vécu une période de restriction, de guerre, de crise économique. Cette voix a été intégrée dans votre système de croyances et elle continue de dicter vos comportements d'achat des décennies plus tard. Mais les blocages, ils ne viennent pas que de nos parents, ils viennent aussi de notre classe sociale d'origine. Si vous avez grandi dans un milieu où l'argent était rare, vous avez peut-être développé ce qu'on appelle une mentalité de rareté. Cette mentalité vous pousse soit à thésauriser compulsivement par peur de manquer, soit au contraire à tout dépenser dès que vous en avez parce que vous ne croyez pas que ça va durer. A l'inverse, si vous avez grandi dans l'abondance, vous pouvez avoir développé une relation désinvolte à l'argent qui vous empêche de le gérer sérieusement, ou alors une culpabilité de privilégié qui vous pousse à l'auto-sabotage financier. Il y a aussi ce phénomène fascinant qu'on appelle le syndrome de l'imposteur financier. Combien d'entre vous ont déjà eu l'impression de ne pas mériter leur salaire ou cette peur secrète qu'on découvre un jour que vous n'êtes pas aussi compétent qu'on le croit? Ce syndrome touche particulièrement les femmes et les personnes issues de milieux modestes qui accèdent à des postes bien rémunérés. Leur cerveau continue de leur dire « tu n'es pas à ta place ici », ce qui les pousse inconsciemment à négocier moins, à demander moins d'augmentation, à sous-estimer leurs compétences. C'est un blocage invisible mais dévastateur pour leurs finances à long terme. Parlons maintenant d'un autre blocage majeur, la confusion entre valeur personnelle et valeur financière. Beaucoup d'entre nous ont inconsciemment associé leur estime de soi à leur compte en banque. Plus j'ai d'argent, plus je vaux, moins j'en ai, moins je vaux. Cette équation toxique transforme chaque décision financière en question existentielle. Acheter cette voiture de luxe ne devient plus un simple choix pratique, mais une façon de prouver au monde et à soi-même qu'on a de la valeur. A l'inverse, économiser devient un aveu d'échec, une preuve qu'on ne mérite pas les belles choses. Cette confusion crée ce qu'on appelle des achats compensatoires. Vous avez eu une journée difficile au bureau, hop, shopping thérapeutique. Votre ex affiche ses vacances de rêve sur Instagram, hop,
Vous réservez un voyage que vous ne pouvez pas vous permettre. Votre voisin change de voiture. Hop, vous commencez à regarder les concessions. Ces achats ne répondent pas à un besoin réel. Ils tentent de combler un vide émotionnel, de réparer une blessure narcissique. Mais l'effet est temporaire, et souvent, la culpabilité qui suit aggrave le problème initial. Il y a aussi ce phénomène fascinant qu'on appelle le syndrome de l'imposteur financier. Combien d'entre vous ont déjà eu l'impression de ne pas mériter leur salaire, ou cette peur secrète qu'on découvre un jour que vous n'êtes pas aussi compétent qu'on le croit? Ce syndrome touche particulièrement les femmes et les personnes issues de milieux modestes qui accèdent à des postes bien rémunérés. Leur cerveau continue de leur dire « tu n'es pas à ta place ici », ce qui les pousse inconsciemment à négocier moins, à demander moins d'augmentation, à sous-estimer leurs compétences. C'est un blocage invisible mais dévastateur pour leurs finances à long terme. Parlons maintenant d'un autre blocage majeur, la confusion entre valeurs personnelles et valeurs financières. Beaucoup d'entre nous ont inconsciemment associé leur estime de soi à leur compte en banque. Plus j'ai d'argent, plus je vaux. Moins j'en ai, moins je vaux. Cette équation toxique transforme chaque décision financière en question existentielle. Acheter cette voiture de luxe ne devient plus un simple choix pratique, mais une façon de prouver au monde et à soi-même qu'on a de la valeur. A l'inverse, économiser devient un aveu d'échec, une preuve qu'on ne mérite pas les belles choses. Cette confusion crée ce qu'on appelle des achats compensatoires. Vous avez eu une journée difficile au bureau, hop, shopping thérapeutique. Votre ex affiche ses vacances de rêve sur Instagram, hop, vous réservez un voyage que vous ne pouvez pas vous permettre. Votre voisin change de voiture, hop, vous commencez à regarder les concessions. Ces achats ne répondent pas à un besoin réel, ils tentent de combler un vide émotionnel, de réparer une blessure narcissique. Mais l'effet est temporaire et souvent, la culpabilité qui suit aggrave le problème initial. Il y a aussi ce qu'on appelle les biais cognitifs, ces raccourcis mentaux qui nous font prendre des décisions financières irrationnelles. Par exemple, l'effet de dotation. Une fois qu'on possède quelque chose, on lui attribue plus de valeur qu'avant de l'avoir. C'est pour ça qu'il est si difficile de vendre sa maison, même quand c'est économiquement rationnel. Ou l'aversion aux pertes. La douleur de perdre 100 € est psychologiquement plus intense que le plaisir de gagner 100 €. Ce biais explique pourquoi certaines personnes gardent des actions qui chutent plutôt que de couper leurs pertes, ou pourquoi d'autres n'osent jamais investir par peur de perdre. Un autre biais fascinant, c'est l'illusion de contrôle. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent prévoir les mouvements du marché, qu'ils ont un don pour choisir les bonnes actions, qu'ils peuvent battre le système. Cette illusion les pousse vers des stratégies risquées, du day trading compulsif, des investissements hasardeux. En réalité, même les professionnels les plus expérimentés ont du mal à battre régulièrement le marché. Mais notre ego refuse d'accepter que nous ne contrôlons pas tout. Maintenant, parlons d'un phénomène encore plus subtil, l'argent fantôme. C'est cet argent que vous comptez déjà avant de l'avoir reçu, la prime de fin d'année qu'on vous a promise, l'héritage de votre grand-tante, la plus-value hypothétique sur votre appartement. Inconsciemment, vous intégrez déjà cet argent dans vos projets, vous commencez à dépenser mentalement avant même qu'il soit dans votre poche. Et quand il n'arrive pas, ou pas autant que prévu, c'est la douche froide. Cette habitude mentale vous empêche de vivre avec vos moyens réels et vous maintient dans une tension constante entre vos désirs et votre réalité financière. Il y a également ce qu'on appelle le présent BIS, cette tendance naturelle à surévaluer les plaisirs immédiats au détriment des bénéfices futurs. Votre cerveau primitif préfère 100 € maintenant plutôt que 150 € dans un an. C'est pour ça qu'épargner est si difficile, que les régimes ne marchent pas, que les bonnes résolutions de janvier sont oubliées en février. Cette partie de votre cerveau n'a pas évolué depuis l'âge des cavernes, quand il fallait profiter de la nourriture disponible immédiatement parce qu'on ne savait pas quand viendrait le prochain repas. Et peut-être le glopage le plus profond et le plus universel, c'est notre rapport à la notion de mérite. Est-ce que je mérite cet argent? Est-ce que je mérite cette augmentation? Est-ce que je mérite de réussir financièrement? Ces questions révèlent des blessures profondes liées à l'estime de soi, à la légitimité, au droit au bonheur. Beaucoup de personnes sabotent inconsciemment leur réussite financière parce qu'une partie d'eux ne se sent pas digne de prospérité. Elles reportent les négociations salariales, évitent les opportunités lucratives, minimisent leurs accomplissements. Cette question du mérite est particulièrement complexe dans notre société française, où l'argent est souvent perçu comme suspect. Nous avons intégré cette idée que la richesse est forcément immorale, que pour qu'il y ait des riches, il faut qu'il y ait des pauvres, que l'argent salit ceux qui le touchent. Ces croyances collectives se mélangent à nos blocages personnels et créent un cocktail toxique qui nous maintient dans la médiocrité financière, non pas par manque de compétences, mais par peur inconsciente de transgresser ces codes sociaux invisibles. Alors comment faire pour identifier et dépasser ces blocages? Première étape, la prise de conscience. Commencez par observer vos réactions émotionnelles face à l'argent. Quand ressentez-vous de l'anxiété, de la colère, de la culpabilité? Dans quelle situation? Avec quelle personne? Quels sont les messages que vous vous répétez automatiquement? Tenez un journal de vos émotions financières pendant quelques semaines, vous allez être surpris de ce que vous allez découvrir.
Deuxième étape, remonter à la source. D'où viennent ces croyances? Quelles étaient les attitudes de vos parents face à l'argent? Quel message avez-vous intégré? Il ne s'agit pas de juger vos parents ou votre éducation, mais de comprendre d'où viennent vos programmations pour pouvoir les modifier consciemment. Troisième étape, la reprogrammation. Une fois que vous avez identifié vos croyances limitantes, vous pouvez commencer à les remplacer par des croyances plus alignées avec vos objectifs. Si vous pensez que l'argent corrompt, questionnez cette croyance. Connaissez-vous des personnes riches et généreuses? L'argent peut-il être un outil au service de vos valeurs? Si vous pensez que vous ne méritez pas de réussir, explorez cette croyance. Sur quoi est-elle basée? Est-elle vraie? Vous sert-elle? La transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Ces programmes ont été installés sur des années, des décennies même. Il faut de la patience et de la bienveillance envers soi-même pour les modifier. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Votre cerveau reste plastique toute votre vie, capable de créer de nouvelles connexions, de nouvelles habitudes, de nouvelles croyances. En conclusion, comprendre la psychologie de l'argent, c'est comprendre que vos décisions financières ne sont pas le résultat de calculs rationnels, mais un mélange complexe d'émotions, de croyances, de biais cognitifs et d'expériences passées. C'est accepter que vous n'êtes pas défaillant si vous avez du mal avec l'argent, vous êtes humain. Et c'est vous donner le pouvoir de changer consciemment ces programmations pour créer une relation plus saine et plus sereine avec l'argent. Parce qu'au final, l'argent n'est qu'un outil. Mais pour bien utiliser un outil, il faut d'abord comprendre comment il fonctionne et comment nous fonctionnons avec lui. Alors dites-moi en commentaire, quel est le blocage que vous avez le plus reconnu dans cette vidéo? Et si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à partager vos propres insights, parce que c'est en brisant le tabou ensemble qu'on avance. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.